être organisé. En tout cas, l'idée de pulsion est claire, nette, précise, sans bavure. Et puis, donc, on a quoi? Pas de sélection de la victime. Victime, en général, d'opportunité. Voilà, nécrophilie. Tous les éléments post-mortem sont les plus importants dans l'histoire. Déchaînement sur les corps. Voilà, scène de crime unique. Tout se passe donc au même endroit. Donc, la pulsion, imagine une colère. Voilà, donc, la personne va être complètement massacrée sur place immédiatement. Mutilation, etc. Mutilation, etc. Tout ce qui s'ensuit de manière anarchique, chaotique, tout à fait. Voilà, et puis donc, quoi? Toujours le cinquième critère que vous oubliez toujours. Les 5 critères du FBI, il y a quoi dedans? Alors, il y a l'acharnement sur la victime, oui, donc ça, il y a son excès convulsif et non-contrôle de ses émotions. Pas de sélection de la victime, victime d'opportunité. Voilà, d'opportunité, la croise, il y a un non-contrôle des pulsions, colère qui sort de scène de crime unique, et le cinquième? Le cinquième qui ne contrôle rien du tout et qui il laisse les corps en évidence mutilés. Oui, ça fait partie de sa scène de crime non contrôlée. Tandis qu'un crime organisé, au moins c'est lui organisé, soit il s'expose dans une scène comme dans un film, d'un corps peut-être propre, nettoyé, il organise tout, méticule, à la minute, il aspire les sangs. Je suis sûr sur ça. C'est ça, mais ça tient en un mot par là. Quel est le cinquième critère que vous oubliez? Tous, sans exception. Un seul mot qui concentre le cinquième critère. Intéressant. Bon, alors nous allons voir donc grâce à Guy Georges dans ce cas-là. Je vais vous laisser méditer en espérant que ça revienne. Les tueurs en série dits mixtes. Alors mixtes, donc c'est les hybrides comme je les aime, c'est-à-dire qui mélangent des aspects organisés et inorganisés. Par exemple, Georges Metesky, le poseur de bombes, qui est un peu à l'origine du profilage criminel. Et bien sûr, Carmine Calabro, qui est souvent visé comme un cas inorganisé ou à dominante inorganisée, mais qui a quand même des éléments organisés dans l'histoire qu'il ne faudrait pas négliger. Alors Carmine Calabro, justement, est un des exemples souvent présentés à l'Académie du FBI que j'ai repris dans mon ouvrage Tueur en série, donc comme exemple justement de la théorie, partie de cet exemple. On a dit pervers, ça dit que c'est ça en fait le cinquième élément. Parce que cet acharnement de... Non, c'est pas ça. Non, mais c'est bien, continuons à tenter jusqu'à ce qu'on trouve, je vous le dirai. Metesky. Alors, Georges Metesky, donc, c'est voilà, un très bon exemple de, on va dire, de poseur de bombes en série. Oui, c'est pas un vrai terroriste, parce qu'en fait, il a quasiment tué personne, Georges Metesky. Et pourtant, il aimait à terroriser, mais d'un point de vue plus sériel, plus individuel, on va dire, l'histoire, jusqu'à ce qu'il soit arrêté avec son fameux veston boutonné, croisé à carreaux, que James Brussel, le psychiatre et criminologue du moment, avait profilé d'ores et déjà de manière aussi subtile. Et donc, je vous renvoie vraiment ces deux cas-là, très intéressants, puisque Metesky, c'est plutôt un mélange de quasi-terroriste ou de peseur de bombes, finalement, avec le phénomène du serial killer classique. Et Calabro, c'est vraiment mélange organisé-inorganisé. Sixièmement, les tueurs en série en groupe ou en couple. Alors, oui, c'est vrai, il y a Otis Toole et Henri Ducas. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire qu'il y a une belle série vidéo que vous pouvez revoir éventuellement sur YouTube ou Dailymotion, qui s'appelait Affaires criminelles, tout bonnement, mais c'était dans les éditions Cavendish. Il y a eu plusieurs, bien sûr, versions Affaires criminelles par la suite. Je vous ai dit, chroniques criminelles, tout ce qu'on veut. Voilà, un reportage en gros de 52 minutes, 40-50 minutes, qui vraiment reprenait des images d'archives et très très bien, vous pouvez normalement retrouver facilement sur Internet. En tout cas, voilà un exemple de couple sadique. Sachant qu'Otis Toole aimait bien manger ses victimes, Lucas plus exactement, donc manger ses victimes, être un peu plus dans l'incendie aussi criminel, beaucoup plus prégnant dans cette histoire, des choses comme ça. Les tueuses en série, alors Foley évidemment, qui est très connu, mais vous le retrouvez aussi dans la version castration des hommes qu'elle
qu'elle rencontrait dans des voitures, des choses comme ça. Après avoir été une fois violée, évidemment, c'est souvent le cas. Et souvent, pour compenser justement cette frustration sexuelle, peu importe la déviation qu'il a à ces moments-là. C'est ça. Alors ensuite, les tueurs en série, version idée fixe et obsédante. On a l'impression finalement que c'est pas vraiment dans les autres catégories qu'on vient de citer qui sont là. C'est vraiment une obsession, ils ne lâchent pas le morceau sur un truc, tant qu'ils n'ont pas fini leur histoire. Donc il y a Redal, bien connu aussi, enfin moins connu, mais bon, bien connu des spécialistes, on va dire. Julien X, qui est intéressant aussi, sur lequel j'en reviendrai, puisqu'effectivement il est beaucoup moins connu là pour le coup. Mais les tueurs en série, la relation spécifique est l'objet d'amour. Edmund Kemper avec sa mère, Ted Bundy avec Julie Brooks, si ma mémoire est bonne. C'est-à-dire dans l'un des cas, sa mère castratrice profondément, l'a complètement annihilée dans ses développements personnels, sexuels et autres, en disant en gros tu n'auras jamais des étudiantes, tu vas sortir avec elles, tu seras vraiment moins que rien à chaque fois, en gros. Et donc il a commencé à tuer ses grands-parents. Ensuite il a fait sa série criminelle, il a fini sa série criminelle en tuant sa mère. C'est ça. Enfin, moi, la messe est dite, et il a fait bien très sympathique, très symbolique, pardon, de faire d'enlever la trachée, c'est Maribonne de la dame, et mettre sa tête pour l'avoir décapité sur le montoir de la cheminée. Donc voilà, plus jamais tu ne pourras me crier dessus, m'insulter ou m'humilier, très symboliquement. Quant à Ted Bundy, vous savez sans doute que c'est l'homme au profil des étudiantes entre 16 et 25 ans, en gros, qui avaient toutes des longs cheveux avec une raie au milieu, et qui donc ressemblaient grandement, de près ou de loin, à cette fameuse Stéphanie. Donc c'est pas Julie Brooks, en disant Julie, il y a quelque chose qui ne tombe pas bon, c'est Stéphanie Brooks, étudiante en droit, qui avait connu la fac de droit, dont il était tombé éperdument amoureux, qui l'avait conduit. Et alors la série criminelle avait commencé en se vengeant sur des personnes qui ressemblaient à cette Stéphanie. Ok? En fait, elle recherche à l'image de quelqu'un, et à chaque fois la victime est en série, pareil, portrait morphologique, couleur des peaux, des cheveux, âge, voilà. Pour les pédophiles, c'est par exemple sur les mineurs, ils recherchent toujours le même type de victimes, qu'ils soient garçons, parce qu'il y a ceux qui en fait sont mixtes, garçons et filles, et ça va pareil, les traits innocents par exemple. Il peut y avoir un trait innocent qui peut, pour lui c'est obsessionnel, et elle va rechercher sur chaque victime cette innocence qui lui a échappé et qu'il n'a jamais eu en fait, ou qui n'a jamais vécu en étant enfant. Voilà, le problème des tueurs en série, c'est souvent ça. Oui, d'accord. Alors, il est temps maintenant de démarrer sur le fond du phénomène avec une première définition. Alors, comment qualifier un tueur en série? Autant vous vous souvenez, un terroriste ou le terrorisme c'est compliqué, un tueur en série c'est pas compliqué. C'est pour moi en tout cas la plus complète par le professeur associé en justice sociale à l'université de Sangamon aux États-Unis, le professeur Eger, de GER, qui l'avait fourni, je vous la lis. Un meurtre en série est constitué lorsque un ou plusieurs individus, des hommes dans la plupart des cas, il faut le reconnaître, commettent un second homicide et ou un autre meurtre ultérieur. Deuxièmement, est sans relation avec la victime. Ça veut dire qu'il n'y a pas de relation véritable, préalable entre l'auteur et sa victime. Troisièmement, survient à un moment différent, chaque crime bien sûr survient à un moment différent, et n'ont pas de lien apparent avec l'homicide initial. Non pas de lien apparent, j'insiste bien, avec l'homicide initial. Quatrièmement, il est généralement commis dans une zone géographique différente, au sens que c'est pas exactement le même lieu. Ça va être dans le même quartier, imaginons, enfin là aussi le quartier c'est rare. C'est rare.
C'est souvent, en tout cas, une rue différente, un lieu, une maison différente. C'est très rarement le même lieu. Cinquièmement, le mobile n'est pas l'appât du gain et semble être le désir d'avoir le pouvoir sur leur victime. Ça, c'est intéressant. Le pouvoir sur leur victime. Voilà. En tout cas, le mobile majeur, on va dire, n'est pas l'appât du gain et semble être le désir d'avoir le pouvoir sur leur victime. Le power contre, qui puisse contrôler sa victime, l'humilier et pouvoir la contrôler sur tout ce que le défoulement de sa psyché la plus profonde, de sa souffrance, de sa frustration. On peut dire ça. Alors ces victimes peuvent avoir une valeur symbolique, sont perçues en tout cas comme ayant peu de prestige et se trouvent le plus souvent dans l'impossibilité de se défendre elles-mêmes ou d'alerter les autres. Donc il y a une forme de vulnérabilité chez ces victimes, quoi qu'il arrive, qui exploite généralement le tueur en série. Elles ont peu de pouvoir du fait de leur situation, dans le temps, dans l'espace, leur statut. Par exemple, vagabond, prostituée, travailleur immigré, homosexuel, enfant disparu, femme seule ou âgée. Il y a toujours, vous voyez, quelque chose qui soit en rapport avec la vulnérabilité des victimes chez le tueur en série. Donc, je répète, vagabond, prostituée, travailleur immigré, homosexuel, enfant disparu, femme seule ou âgée. Alors, je reviens sur l'ensemble de ces éléments, si vous voulez bien, pour préciser cela. D'abord, cette définition, pour moi, elle est complète. C'est-à-dire que souvent, on oublie un, deux ou trois éléments lorsqu'on rappelle, y compris dans les journaux télévisés, ce qu'est un tueur en série par quelques experts dignes de cela. Souvent, on résume le tueur en série à trois critères. On dit, premièrement, c'est quelqu'un qui a au moins commis 3 crimes. Sinon, on ne parlerait pas de série, on parlerait de récidive. C'est pas faux, de ce point de vue-là, en tout cas, d'un strict point de vue quantum. Mais c'est incomplet. Deuxièmement, quelqu'un, effectivement, qui n'a pas une motivation classique, de type vengeance, argent, passion, on l'a dit 1000 fois, mais il faut le redire. Or, là aussi, c'est incomplet, puisqu'on vient de voir qu'il y a des tueurs en série qui sont bien hybrides, qui peuvent avoir des motivations financières notamment, ou terroristes ou autres. Et troisièmement, il y a effectivement une période d'accalmie entre chacun des crimes. Voilà, on résume souvent comme ça. Eh bien, je vais mettre en brèche, si vous voulez bien, chacun de ces éléments pour préciser cela. D'abord, comme le dit la définition de M. Hegler, il n'est pas nécessaire qu'il y ait au moins 3 crimes. Il vous est dit, lorsque, voilà, commettre un second homicide, je n'ai pas dit obligatoirement un troisième, il suffit qu'il y en ait un autre, pour qu'on puisse donc parler au moins, en tout cas, de tueur en série annonciateur. Alors bien sûr, si on ne se fonde pas sur le quantum du 3 minimum, et qu'on en reste à 2, vous comprenez bien qu'il faut qu'il y ait quelque chose de plus fort que le quantum pour se dire c'est un vrai tueur en série annonciateur, un vrai tueur en série qui va recommencer, etc. Et donc c'est dans la motivation que se joue le principal moteur de la récidive. Ce que résume Hegler en disant pas de lien apparent, plus exactement, le mobile n'est pas l'appât du gain, ils sont les désirs d'avoir le pouvoir sur leur victime. Donc la notion de pouvoir est capitale. C'est ce que moi j'ai appelé la dimension narcissique de ce criminel. C'est-à-dire qu'il veut absolument montrer sa toute-puissance. C'est lui qui l'a fait, c'est moi je. Et même s'il ne va pas le revendiquer après, au moment où il le fait, c'est vraiment Dieu presque en puissance qui agit sur sa victime. Voilà. Il a le pouvoir de vie, de mort sur elle, au moins au moment du passage à l'acte, et il l'a sans doute fantasmé grandement auparavant pour le moins. Et peut-être même, pour certains, vont conserver ce fantasme de pouvoir, de narcissisme, vu comme ça, pendant longtemps, et donc cette motivation sera de nouveau le moteur, peut-être même aggravé du fait qu'elle ait éprouvé un certain plaisir à exercer ce pouvoir, à torturer par exemple sa victime, parmi d'autres choses, et de dire j'ai envie de recommencer parce que ça va vraiment donner un trip incroyable. Je valide. Je rajouterai simplement que pendant longtemps, y compris dans l'ouvrage Tueur en série, je parlais de la dimension narcisso-sexuelle, qui m'a valu quelques
javelot, de technicien ou psychologue, etc. En disant, mais qu'est-ce que c'est cette histoire du narcisso-sexuel? Ça n'a aucune réalité ou ce genre de choses. Bah, évidemment, d'abord, je parlais de quelque chose de nouveau. Ça n'était pas en rapport avec une terminologie connue. Donc il fallait déjà essayer de comprendre ce que ça voulait dire dans cette nouveauté ou cette originalité terminologique. Mais surtout, aujourd'hui, je reviendrai un petit peu quand même sur ça, au sens où il existe bien sûr les tueurs en série sexuels qui associent donc le pouvoir et la perversion sexuelle et qui sont imbriqués dans un fantasme très fort. C'est vrai. Et donc je confirme que dans ce cas-là, on a affaire à des tueurs en série narcisso-sexuels, narcisso pour le pouvoir, narcissisme et sexuel, perversion sexuelle, pour, voilà, donc ils sont indissociables, imbriqués, ok. Mais on va voir qu'il y a donc d'autres tueurs en série qui n'ont pas forcément cette motivation sexuelle, et c'est là où je suis vraiment en phase avec le professeur Reger, qui en reste à une notion de pouvoir en général. Voilà. Le pouvoir, après c'est le pouvoir avec l'argent, le pouvoir avec le sexe, le pouvoir avec le terrorisme, le pouvoir avec la bombe qu'on va mettre effectivement comme Georges Metesky, le pouvoir avec une forme de manipulation évidemment, un peu comme une araignée, donc va piéger quelqu'un dans sa toile. Donc c'est aussi des stratégies qu'on met en œuvre pour piéger. Donc tout ça, ça tourne autour du pouvoir, c'est clair, mais c'est un pouvoir indirect. Voilà ce qu'il faut retenir. C'est un pouvoir égocentrique. C'est un pouvoir qui n'est pas justement mêlé à une association de malfaiteurs la plupart du temps. C'est un pouvoir qui est en tout cas très concentré, ou à majorité concentré sur un individu, quand bien même il serait meneur d'un couple, quand même il serait donc le dominant voilà, un petit couple, d'un petit binôme, imaginons. Il y a toujours effectivement cette notion quand même très égocentrique chez le tueur en série. Donc narcissique. Oui, comme vous dites, c'est très bien, parce que centré sur soi-même, voilà. Sur lui-même. Voilà, donc il faut simplement imaginer le pouvoir de différentes manières. C'est comment on exerce le pouvoir sur quelqu'un. On peut le harceler hein, aussi, hein. On peut avoir une emprise sur la personne, on peut avoir des vrais pervers narcissiques, justement, hein, voilà. On va les appeler par les rigouriens et d'autres. Bon, je crois que c'est capital de dire ça. Et manipulation voilà. Aussi. Voilà. Alors après, vous allez me dire, ben, un dictateur, c'est forcément quelqu'un de narcissique. Mais dictateur, justement, il a l'envie, comme un gourou d'ailleurs, hein, d'être au sommet d'une organisation. Et dès lors qu'il y a une organisation, c'est plus un tueur en série. C'est un contrôle. Voilà, c'est autre chose. Voilà. Hein, donc à partir du moment où il agit seul, ou accompagné, ou en co-auteur, ou avec un complice, ou avec un suiveur, d'accord, ok, mais ça reste quand même quelque chose d'extrêmement limité dans le passage à l'acte individuel. Voilà. Ensuite, deuxièmement, il est dit, voilà, souvent on dit période d'accalmie. Alors oui, c'est pour ça que j'ai dit, excusez-moi, pour en finir avec cette histoire de 3 cas, 2 ou 1, il faut dire que dès lors qu'on a un crime qui aurait cette caractéristique, l'ensemble de ces caractéristiques, alors on a potentiellement un tueur en série annonciateur. Même un seul, en fait. Jusque-là, en disant même un seul crime, en fait, qui aurait les caractéristiques communes du tueur en série, laisse présager, selon toute probabilité, effectivement un risque très important de récidive et donc d'une version sérielle commune. Donc là, je m'inscris en faux, vraiment, dans la version américaine, pour être clair, parce que, d'abord, en étant extrêmement pragmatique, on a des cas qui démontrent finalement au bout du 3e les mêmes caractéristiques que le premier. Alors pourquoi attendre le 3e pour aller tuer en série? On sait finalement qu'il a déjà le mental en fait d'un tueur en série. Il a déjà voilà, la motivation principale qui va nourrir, alimenter complètement ce qui va suivre. Donc à quoi bon attendre qu'il y ait un 3e? Voilà, autant déjà le squeezer dès le départ. Une fois qu'on a... Bon, c'est déjà l'intérêt public. Bon, ensuite, il y a l'idée qui ne connaît pas sa victime. En tout cas, on dit sans relation véritable avec sa victime. C'est vrai. Dans la grande majorité des cas, c'est ce qui fera justement qu'on le distingue des mobiles classiques, parce que dès lors qu'on a une vengeance, on a forcément une antériorité, des conflits, une histoire avec, entre
entre l'auteur et sa victime. Si on a donc un mobile crapuleux, bah souvent on a su que la personne était riche, on doit s'informer un tant soit peu de là où est l'argent, c'est visible, c'est connu, ou c'est en tout cas travaillé en ce sens. Et donc de nouveau, il y a une relation souvent pour y parvenir entre l'auteur et sa victime. Et puis, passionnel, bah, il y a forcément une relation d'intimité entre l'auteur et sa victime, préalable également. Bon, donc tout ça, on comprend bien. Alors que le tueur en série, bah, effectivement, il peut vous croiser dans la rue, vous suivre et vous tuer. Voilà. Et là, il n'y a quasiment aucune relation véritable entre lui et vous. Et croyez-vous. Parce que quand... Croyez-vous. C'est ça. Parce que le tueur en série, en fait, ne choisit jamais sa victime par hasard. Au sens, en tout cas, théorique, qu'il y a toujours une motivation qui l'amène à accrocher quelque part son regard, si on en reste au regard. En fait, il a choisi parce que... Vous croisez quelqu'un dans la rue, il y a quelque chose qui vous accroche dans le regard. Bon. Donc cet accrochage-là, peu importe comment on l'appelle après, mais il ne se fait jamais par hasard. Non. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui retient son attention. Est-ce que cette fille lui plaît? Est-ce que c'est à un moment donné une personne qui lui rappelle une autre dans sa vie? Est-ce qu'il y a une démarche qu'il déteste parce que son père l'avait? En tout cas, il y a un lien qui existe entre la victime et sa personnalité, ses motivations, son passé, des choses comme ça. En fait, quand la voit, il y a quelque chose qui se déclenche dans son mental. Oui. Et qui est en lien donc avec un vécu, et souvent un vécu traumatisant. Ou un vécu fantasmatique. Voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose de... Voilà, et ça ne naît pas vraiment du hasard. Le hasard n'existe pas ni en matière de relations générales, et a fortiori pour un tueur en série, je crois. Et donc, il faut vraiment avoir conscience de cela. Et donc, se dire que même s'il n'y a pas de relation apparente, il faut aller rechercher cette relation. C'est-à-dire qu'il faut comprendre en quoi le profil de la victime, déjà, nous appelle à un certain type de criminel. Hein, et se dire qu'effectivement, si on n'a que des femmes, par exemple, avec des longs cheveux avec le milieu, ben c'est plutôt un type spécifique, organisé comme Ted Bundy. Il y en a d'autres. Et donc, ce n'est pas du tout un hasard s'il va rechercher ce type de victime, lui. Il y en a d'autres qui sont sérieux sur la pédophilie, évidemment. C'est-à-dire le fait que ce soit une petite fille, tel âge, tel profil, qui stimule la sexualité, sa frustration sexuelle. Mais chez Guy Georges, on verra que c'est un peu plus subtil, je vous laisserai découvrir, mais c'est une relation évidemment avec son passé également. C'est-à-dire que toutes ces victimes ont un lien évident avec des personnes qu'il a connues dans son passé, que tout ceci n'est pas un hasard. Bon. Et enfin, la période d'accalmie. Alors, quand on dit période d'accalmie, souvent on dit au moins 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Non, on peut avoir effectivement une période d'accalmie très courte.